Cette session s'intitule Le sol entre milieu et mémoire, avec 3 interventions très différentes entre elles, dont une qui sera faite par Gabriel en distanciel. Voilà, Gabriel Saumon. Bonjour, je suis là. Effectivement, il y a un peu de mise en abîme dans l'exercice, donc on va essayer de garder son naturel. Donc cette session, effectivement, ressemble 3 contributions donc, de Gabriel, de Julie Desconchats et de Malice Desrousseaux, qui parle aussi au nom d'Aurélie Arnaud, qui n'est pas parmi nous. Et ces 3 contributions interrogent par le biais, à partir de différentes disciplines, la question des régimes de propriété, notamment que je voudrais vous proposer d'interroger au prisme, on va dire, de quatre entrées, 4 choses que j'ai un peu livrées comme ça à mes collègues, dont elles pourront se saisir ou pas. Vous allez voir, il s'agit de 3 contributions différentes, puisque Gabriel, donc, qui travaille au département de géographie de l'Université de Limoges, qui s'intéresse notamment, qui va nous parler aujourd'hui de l'ouest du Montana, donc des Rocky Mountains, qui s'intéresse, de par ses recherches, à la question de la montée en puissance des valeurs environnementales et aussi des gentrifications rurales qui y sont associées. Alors que Julie, ici, Julie Desconchats, qui est doctorante à l'EHESS de Paris, s'intéresse plutôt à la question de l'accès au foncier agricole, en particulier en Écosse. Donc on va faire un tour d'horizon, on sort de nos frontières, et qui s'intéresse actuellement à la question de l'accès au foncier agricole là où il y a des persistances liées aux communaux, aux anciens communaux, les sections de communes en France, mais aussi en Écosse, là où ils sont appelés les Crofton Townships, pardon pour l'accent, mais qui va nous parler aujourd'hui en particulier du modèle des Community Land Ownership en Écosse, et de comment ce modèle finalement interroge la dualité classique entre État et individu, en repositionnant du coup les différents acteurs. Alors que Maëlys Desrousseaux, avec Aurélie Arnaud, va nous parler des calanques industrielles à côté de Marseille, par le prisme essentiellement d'un travail cartographique et issu du droit de l'environnement, et sur l'invisibilisation, ou la mise en visibilité du coup des pollutions de ces calanques et de toutes les questions qu'elles posent au niveau social, sociétal et économique. Donc ces 3 cas d'études, 3 situations finalement qui sont très différentes, mais qui, voilà, selon mon modeste avis, nous interrogent, nous posent 4 questions qui sont 4 finalement 4 pistes de débat, dont je vous invite aussi à vous saisir, ou en tout cas à les avoir peut-être un peu en tête, et qui, évidemment, par ricochet, mobilisent la grande thématique du colloque qui nous voit aujourd'hui ici ensemble. Donc la première, c'est finalement les sols comme miroir, étant donné que on peut se poser la question de qu'est-ce que nous dit la question des régimes de propriété, la question du foncier, la question des sols. Qu'est-ce qu'elle nous dit des sociétés qui les habitent, qui occupent ces sols? Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être établis entre ces 2 choses, au-delà évidemment d'une composante déterministe? Si on pense notamment au paysagiste écossais Ian McHarg, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, qui nous dit que les hommes ressemblent à la terre qu'ils habitent. Donc ça, c'est un peu une première question, voilà, qui est livrée à nos intervenantes.
Le deuxième prisme, c'est le sol comme impensé. Donc on a vu combien l'objet même, le sujet même des sols était finalement absent dans tout un tas de disciplines qui n'étaient jamais définies, jamais caractérisées, étaient données comme une espèce d'évidence en soi. Et que finalement, d'explorer le sol comme impensé permet finalement de décrire les angles morts dans nos différentes disciplines, qui pose évidemment la question de comment rendre ces impensés pensables, via la question du droit, mais aussi via la question de la reconnaissance de la dimension vivante des sols, dans certains cas, mais aussi vis-à-vis de la question de la conservation des sols, voire leur sanctuarisation. Troisième item que je vous soumets, la question du sol comme espace public, au sens, dans le dépassement évidemment d'une lecture strictement juridique, mais finalement d'abord quel public, donc, qui est concerné par ce sol, et qui sont évidemment les bénéficiaires directs et indirects de tout ce dont on parle pendant ce colloque, humains et non humains évidemment. Et que par cela, on peut commencer à mettre en perspective l'émergence de tout un renouvellement de la pensée sur les sols, comme un parallèle de la nouvelle actualité, nouvelle qui date déjà de plusieurs années, sur la question des communs. Et ensuite, quatrième item, plus strictement lié à nos discussions d'architectes. C'est le constat finalement qu'on a parlé pendant des années de faire l'architecture par le vide, l'architecture du vide, et que finalement c'est pas vide du tout, et qu'on se rend bien compte de combien de choses ont été évacuées, on va dire, de notre champ visuel en tant qu'architecte, et qui reviennent évidemment sur le devant de la scène aujourd'hui. Et que par cela, par ce dépassement de la notion de vide, il y a finalement la reconnaissance d'une dimension relationnelle que les sols permettent, que les sols entretiennent, que les sols définissent. Dimension relationnelle qui implique forcément des questions de conflit, des questions de domination, des questions de symbiose, et qui donc s'expriment autour de toutes ces recherches qui portent sur les questions de foncier, les questions de propriété, qui sont donc évoquées aujourd'hui par le biais de ces trois interventions. Donc je laisse la parole à Gabrielle, si tu nous entends. Ok, alors, donc on a tous et toutes constaté la montée en puissance des valeurs environnementales dans nos sociétés. Mais cette montée en puissance, est-ce qu'elle nous amène vraiment à redéfinir l'usage et le partage des sols? Et en fait, dans l'Ouest américain, cette question, elle est centrale parce que ce territoire et les sols, aujourd'hui là-bas, ils sont au cœur d'un nouveau type d'investissement. Ils étaient pensés jusque-là comme des réserves de ressources naturelles, alors qu'aujourd'hui, ils sont avant tout des paysages et le support de pratiques récréatives. Et les ranchs qui sont placés en conservation easement, on va voir ce que c'est vraiment une illustration en fait, emblématique de cette évolution. Et cette communication, elle entend éclairer justement la manière dont ils traduisent et dont ils confortent aussi cette redéfinition du sol dans un territoire qui est en pleine mutation. On va le voir. Et donc, je vais m'intéresser spécifiquement à l'ouest du Montana, qui est un territoire des Rocheuses et très attractif, très caractéristique du coup des dynamiques de migration d'aménité et de gentrification rurale. J'ai fait plusieurs mois de terrain dans le cadre de ma thèse, lors desquels j'ai réalisé de nombreux entretiens, visité des ranchs, fait des rencontres avec leurs propriétaires. Et l'analyse de ces matériaux très empiriques, elle a été éclairée en fait par une grille de lecture, la grille de lecture de capital environnemental, que je vais présenter, et qui a été en fait affinée de manière concomitante au terrain. Et cette approche, on va le voir, elle m'a conduite à adopter plusieurs niveaux de lecture qui sont plus ou moins critiques et que je vais développer du coup de manière graduelle dans la communication.
Alors, je vais dans un premier temps vous présenter la transition de l'Old West vers le New West et ce qu'elle vient révéler du nouveau sens donné au sol. Alors, pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette analyse, il faut d'abord rappeler que l'Ouest américain et les représentations de la nature sauvage, spécifiquement, sont aujourd'hui l'objet de très importantes migrations d'aménités qui sont étudiées surtout à partir des années 90, puisque de nombreux travaux observent ces nouvelles formes de mobilité qui croisent des dynamiques migratoires, du coup, à la présence d'aménités environnementales. Et ces aménités, elles sont d'autant plus attractives qu'elles sont préservées et valorisées, vous voyez sur la carte, par plusieurs dispositifs de protection qui sont vraiment surreprésentés dans l'Ouest américain. Et ce renouveau démographique, il peut aussi être analysé par le prisme de la recomposition socio-territoriale qu'il suscite, et c'est ce que permet d'éclairer le concept de gentrification rurale. Alors, qu'est-ce que c'est que la gentrification rurale? Ça caractérise en fait l'installation de nouveaux et de nouvelles habitantes, souvent d'anciens et d'anciennes citadines de classe moyenne à supérieure, qui sont attirées en fait par des aménités environnementales qui vont projeter sur le territoire élu et qui disposent, ces nouveaux habitants, souvent d'une dotation importante en capitaux économiques et culturels, sociaux, symboliques. Et en fait, le gentrifieur, la gentrifieuse, ils ont en main les actifs nécessaires pour du coup façonner le territoire rural selon l'idéal de ruralité qui a motivé au départ leur projet migratoire. Et au départ, certes, on a des investissements qui sont individuels, mais en fait, réunis, ils participent à la fabrique d'un environnement collectif qui va porter sur le sol même les empreintes de l'appropriation de l'espace par cette nouvelle classe sociale. Et ça va renforcer en fait une mécanique d'exclusion qui va être plus ou moins symbolique pour les populations qui étaient déjà là auparavant. Alors, ces dynamiques, en soi, d'autres espaces emblématiques les connaissent, mais dans l'Ouest américain, cela de spécifique que ça participe vraiment à une mutation du territoire, qui a été appelée mutation de l'Old West en New West. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette croissance démographique, cette arrivée de nouvelles populations, elle accompagne le développement d'une nouvelle économie, l'économie dite du New West. En fait, on est dans un territoire où l'économie, elle reposait pour beaucoup sur l'exploitation des ressources naturelles. L'Old West, c'était l'économie de la mine, du ranch, du bois. Et en fait, l'économie du New West devient celle de la valorisation des aménités environnementales, surtout qui deviennent support de pratiques récréatives. Et du coup, certains chercheurs assimilent cette nouvelle attention portée aux aménités environnementales à une forme de nouvelle ruée vers l'or, Amenity Gold Rush, qui serait motivée du coup par un tout nouveau filon, qui serait ce sol pensé comme un nouveau paysage. Et les politiques publiques jouent dessus, vous le voyez sur la campagne promotionnelle de Bozeman, elles valorisent complètement ces opportunités récréatives. Et en fait, la mutation de l'Ouest américain, elle repose bien sur la manière dont l'environnement et le sol sont réinterprétés et revalorisés. C'est-à-dire que, comme au XIXe siècle, le sol il est toujours support d'investissement dans l'Ouest américain, et ce sont les modalités de ces investissements et les valeurs au nom desquelles ils sont réalisés qui ont profondément changé. Ce qui fait que la transition de l'Old West vers le New West, elle est interprétée par les chercheurs américains comme le passage d'un paysage de la production à un paysage de la consommation, et même par d'autres chercheurs, comme le passage d'un paysage de la production-consommation de ressources naturelles à un paysage de production-consommation d'expériences. Alors, je ne prends pas le temps de l'expliquer trop, mais il faut considérer quand même que tout ça, c'est très globalisant comme approche, parce qu'en fait, ça fonctionne plutôt en archipel. Tout l'Ouest américain n'est pas concerné par ce processus. Il existe encore un Old West dans le New West, ce qui fait qu'on parle d'un archipel du New West. Et cette petite réserve, elle est importante, et c'est parce qu'elle nous invite à être particulièrement vigilants vis-à-vis des dynamiques et des objets qu'on étudie ici, parce qu'en fait, à une échelle plus fine, il faut se demander vraiment quel territoire et quels groupes sociaux bénéficient vraiment en fait de ce nouveau sens donné au sol. Donc ça nous amène dans un second temps à envisager justement l'environnement comme un nouveau capital. Ce qu'on va expliquer, en expliquant ce qu'est un conservation easement, on va montrer que les ranchs qui sont engagés dans ces formes de contrat, ça constitue un modèle d'investissement dans le capital environnemental. Alors, en quelques mots très rapides, quelle est cette grille de lecture par le capital environnemental? En fait, elle consiste à penser que dans un contexte de montée en puissance des valeurs environnementales, les groupes sociaux qui sont dotés en capital donc économique, social, culturel, symbolique, ils tendent en fait à convertir les capitaux dont ils sont déjà dotés en capital environnemental pour agir selon des valeurs qui les animent.
Et donc, ils vont investir dans l'environnement selon leurs intérêts, selon leur système de valeurs, selon leur représentation. Mais en fait, les capitaux, ils sont inégalement distribués. Et sur mon territoire d'études, les gentrifieurs, ils investissent plus que les autres dans l'environnement. Alors parce que par leur statut social, déjà, ils sont plus dotés, souvent, que les autres en capitaux, en d'autres formes de capitaux, donc ils peuvent les convertir plus facilement. Et aussi parce qu'ils sont particulièrement sensibles aux valeurs environnementales, parce que c'est au nom de ces valeurs qu'ils ont nourri leur projet migratoire. Mais les gentrifieurs ne sont pas les seuls à disposer du capital environnemental. Et ce qu'on va voir, c'est que la contractualisation justement d'un conservation easement peut être aussi analysée comme une opération de conversion de capital. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conservation easement? Déjà, vous voyez sur la carte qu'il y en a de plus en plus dans l'ouest du Montana, et ces contrats sont gérés par ce qu'on appelle des organismes de land trust. En fait, le propriétaire d'un ranch contractualise avec cet organisme de land trust, c'est-à-dire qu'il va s'engager à maintenir sa propriété sans entamer de nouvelles constructions, mais en conservant son activité. C'est-à-dire qu'il va simplement conserver le paysage en poursuivant ses activités, mais sans toucher particulièrement à la terre, sans faire de construction. Et ça, c'est de manière permanente parce que si le propriétaire vend sa terre, le contrat s'appliquera automatiquement au propriétaire suivant. Et en contrepartie de cet engagement, une somme d'argent très élevée est offerte aux ranchers, qui correspond en fait au différentiel entre la valeur de leur terrain lorsqu'il était constructible et la valeur de leur terrain maintenant qu'il n'est plus constructible. Ce qui fait qu'en fait, les propriétaires, par là, ils capitalisent sur la nouvelle valeur environnementale qui est accordée au ranch. Et ça témoigne vraiment de la réinterprétation du sol qui est caractéristique du New West, c'est-à-dire de la revalorisation d'espaces productifs en espaces post-productifs, puisque le ranch, il acquiert du coup un statut de paysage à préserver. Et c'est bien là une opération de conversion du capital environnemental vers un capital économique pour les ranchers. Mais c'est pas tout. On peut donc avoir plusieurs niveaux de lecture. Si on déplace la focale et qu'on ne parle plus là du point de vue des ranchers, mais du point de vue des politiques publiques et des gentrifieurs, on peut aussi voir que cette contractualisation de conservation easement, ça peut aussi être interprété comme une nouvelle modalité d'investissement dans le champ de l'environnement, d'investissement de capitalistique. Alors pourquoi? Parce que je ne vous ai pas tout dit en fait pour le fonctionnement d'un conservation easement, c'est que l'enveloppe versée aux ranchers, elle traduit surtout, cette enveloppe financière, là, en échange de la contractualisation, elle traduit surtout le prix que les habitants du New West sont prêts à payer pour cette permanence du paysage. Parce qu'en fait, certes, le conservation easement, il est géré par un land trust, mais l'argent qui est versé aux ranchers, le financement, il est assuré par la population locale de la ville ou du comté, ça dépend des échelles, qui en fait accepte d'augmenter ses taxes en approuvant par un vote ce qu'on appelle un open space band, donc en approuvant par un vote une augmentation de ses taxes. Et c'est d'autant plus significatif que la population, en fait, elle accepte d'augmenter ses taxes pour conserver un paysage qu'elle ne pourra pas pratiquer, puisque les terres qui sont placées en conservation easement, elles restent en général des terres privées sans accès public. Donc en fait, la population paie pour son paysage. Et ça nous invite en fait à prolonger l'analyse de Nelson et Hines qui croise gentrification et capital, en étant attentif à la logique capitaliste du processus, notamment s'appuyant sur la théorie du rent gap, qui est une des interprétations de la gentrification de manière générale, où on considère le différentiel entre la rente foncière capitalisée et la rente foncière potentielle, c'est-à-dire la différence entre la valeur actuelle du sol, selon son usage, et la valeur maximale qui pourrait lui être affectée si l'usage était le plus rentable possible. Et on voit qu'avec les nouvelles valeurs environnementales dominantes, on a l'idée de maximiser en fait cette rente foncière. Et ça ne se paraît pas qu'avec les promoteurs immobiliers, parce que ça paraît assez évident que les promoteurs immobiliers, en fait, ils réinvestissent ces terres agricoles. En fait, c'est aussi emblématique dans les politiques des acteurs publics, qui aussi visent à une conversion du capital environnemental en capital économique. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ces opérations-là de conservation easement, elles visent à préserver les beaux paysages attractifs du New West. Et en fait, par là, ces opérations, elles entretiennent les dynamiques de migration d'aménités et de gentrification rurale. Elles attirent des nouvelles populations qui vont disposer de capitaux à mettre en œuvre ensuite sur le territoire, qui en fait vont être confortés dans leur lecture aussi améliorative du paysage. Et ça montre bien à quelle mesure l'environnement, aujourd'hui, il fait l'objet d'investissements très conscientisés et très stratégiques.
Ce point, il nous amène à soulever aussi ce que d'autres hypothèses concernant le positionnement, cette fois, des habitants plus précisément. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient signifier, ce conservation easement, en termes de rapport de force entre les populations locales. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de concevoir le conservation easement, encore une fois. On peut d'abord considérer que c'est un outil de médiation entre des groupes locaux, ou au contraire considérer que c'est un outil de domination. Commençons par la première hypothèse. On est dans un Ouest en pleine mutation, on l'a dit. On a des protagonistes qui ont des valeurs qui sont parfois très contradictoires, qui ont des usages parfois aussi très contradictoires. D'un côté, on peut avoir des ranchers convaincus, donc qui peut encore subsister un élevage type Old West, qui entendent bien le prouver. D'un autre côté, on a des gentrifieurs qui, eux, ont fondé tout leur projet migratoire, tout leur mode de vie sur le paysage, sur les opportunités récréatives. Et ça, forcément, ça crée des relations complexes. Et sauf qu'on ne peut pas tout voir par un antagonisme, dans le sens qu'il y a de plus en plus dans le Montana de démarches collaboratives, d'efforts de créer des consensus pour essayer de réconcilier tous ces usages et toutes ces représentations du sol, en fait. Et le conservation easement, il est interprété dans le Montana comme un des outils, justement, de cette médiation possible entre le rancher et le gentrifieur. Pourquoi? Parce qu'ils vont être réunis dans une dynamique partagée, tout d'un coup, de conservation, qui va permettre de se protéger face à la menace du développement résidentiel. D'un côté, les ranchers, ça leur permet de conserver leurs pratiques agricoles. De l'autre, les gentrifieurs, ça leur permet de conserver les beaux paysages qui les ont fait venir. Et ça se voit dans cet extrait que je vous ai mis du rapport annuel d'un organisme de l'Entrust qui emploie l'expression « what we share », qu'est-ce qu'on partage en fait grâce au conservation easement. Donc on a vraiment l'idée d'un outil de réconciliation entre des personnages qui ont des vues au départ complètement antagonistes, qui vont finalement parvenir à une forme de consensus dans la lecture qu'ils vont avoir du sol dans le New West. Et alors l'extrait d'entretien que j'ai mis avec un employé d'un land trust, il est aussi très éclairant parce qu'on parle au départ de friction entre des gens soucieux de l'environnement et puis des propriétaires, et on aboutit à une idée de middle ground. Et dans ce processus-là, les employés des land trusts, ceux qui créent ces conservation easements, ils ont vraiment un rôle de médiation qui apparaît clairement dans les entretiens qu'on réalise. Je voulais vous montrer ça à travers l'exemple de la vallée de la Blackfoot, mais j'ai pas le temps du coup de le développer, mais sachez que c'est un site très localisé qui est emblématique de ce processus, avec plein de conservation easements. Mais je passe vite pour vous parler de la seconde hypothèse, qui est beaucoup moins bienveillante peut-être, sur la manière dont on peut interpréter en fait les conservation easements. C'est-à-dire que là, on peut aussi considérer très différemment la manière par laquelle les groupes sociaux, ils paraissent a priori se réconcilier dans l'ouest du Montana. Parce qu'en fait, l'essor des conservation easements, ça peut aussi être interprété comme une preuve de la réussite des gentrifieurs à diffuser leurs valeurs et leur définition légitime de l'environnement. Et par là, le consensus peut devenir l'instrument d'une domination beaucoup plus subtile, voire un peu sournoise, car très très silencieuse. Les ranchers traditionnels, en fait, certes, dorénavant, ils auront les moyens de maintenir leur exploitation grâce à la transaction. Mais leur ranch, il perd symboliquement dans l'opération sa portée productive. C'est-à-dire que ces derniers éléments fermiers, aux ranchs, ils ont désormais vocation qu'à agrémenter le cadre paysager des gentrifieurs. Et donc, en fait, ils viennent simplement enrichir le panel d'aménités environnementales qui a participé à l'attractivité de l'ouest du Montana. Et les gentrifieurs, du coup, en imposant finalement leur hiérarchisation des valeurs environnementales, et en ayant investi complètement dans le capital environnemental, ils ont donné comme ça beaucoup plus de poids sur le marché des capitaux aux investissements qu'ils ont réalisés eux-mêmes dans la composante post-productive de l'environnement. Et donc, plutôt qu'être l'instrument d'un partage pacifié du sol dans un territoire en tension, entre du coup des représentants de l'Old et des représentants du New West, le conservation easement, il pourrait être aussi pensé comme une forme, certes, d'investissement stratégique du capital, mais surtout comme une imposition de définition légitime du sol, de l'environnement, des paysages, par des gentrifieurs qui sont les nouveaux maîtres du jeu social. Et là, les mécanismes de la domination, ils prennent en plus les atours relativement sournois du consensus. Cette dernière interprétation, alors elle s'inscrit clairement dans une géographie qui est volontairement critique, et cette conclusion, elle peut paraître pleine de désillusions, mais il me semble en réalité que ce positionnement scientifique, il est nécessaire pour éclairer les dangers d'une rhétorique du partage et du bien commun,
dans un contexte de montée en puissance des valeurs environnementales. Parce que les mots de cette rhétorique, ils sont parfois que les mots creux de rapports de force qui sont en réalité très inégalitaires. Je vous remercie. Merci Gabriel. Je me mets là pour que tu me vois, mais c'est très bizarre, je ne sais pas où regarder. Donc, alors, est-ce qu'on va prendre quelques questions, on va dire plutôt qui se réfèrent directement à cette contribution? Fanny, bon, ladies first. Merci pour cette intervention. Moi, j'avais une petite question vraiment. J'ai du mal à lire un peu justement ce que ça produit en termes de forme architecturale et d'impact sur l'écologie, justement, enfin d'impact écologique direct. C'est-à-dire, est-ce que, si je comprends bien, le fait de stabiliser un peu ces ranchs et d'empêcher la construction, ça encourage aussi l'arrivée de nouveaux migrants qui s'installent dans des nouveaux lotissements. Est-ce qu'on est vraiment dans un paysage de lotissement, piscine individuelle et VTT électrique, ou est-ce qu'on est vraiment dans des formes beaucoup plus nouvelles de mode d'habitat? Enfin, c'est vraiment ce que je connais pas du tout le contexte, un petit éclaircissement. Alors, il y a beaucoup d'extensions en fait d'expansion urbaine, je voulais dire, par ces nouveaux arrivants, ce qui fait qu'en fait on a en fait même la gentrification rurale, elle est abordée de ce point de vue-là, en fait, dans le Montana, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de nouvelles constructions, de nouvelles résidences sur les marges, sur les franges des villes, de ces petites villes. Et en même temps, ces politiques-là de conservation easement qui sont de plus en plus, qui sont démultipliées en fait dans l'Ouest américain, c'est impressionnant comment ce que ça fiche le paysage. C'est-à-dire que je vais vous remettre la photo. Parce que j'ai pas eu le temps de la commenter, mais attendez. Ah, mais je l'ai plus. Tant pis. Je voulais remettre la photo. En fait, on voyait une limite claire en fait entre d'un côté plein de panneaux en fait de promoteurs immobiliers qui vont vendre des parcelles, qui vont être découpées, fragmentées en plein de petites parcelles, et puis de l'autre côté en fait un paysage de ranch qui est en fait qui va être figé ad vitam aeternam. C'est-à-dire, ce qui est incroyable, c'est que le conservation easement, ça vaudra ce que je disais pour tous les propriétaires suivants qui vont ensuite racheter la parcelle. Et donc, toujours, en fait, ces terres agricoles, elles resteront comme ça. Et en fait, ça crée aux marges de la ville des sortes de ceintures vertes qui sont d'autant plus vertes que, quand je dis des propriétés agricoles, c'est du ranch, donc c'est de l'élevage extrêmement extensif. Par contre, là où la nuance elle est importante, c'est que par le conservation easement, on s'engage à conserver un paysage et pas à être très soucieux forcément de l'écologie stricto sensu, parce qu'il n'y a aucun contrôle, par exemple, des produits phytosanitaires qui peuvent être déposés par les ranchers. Il n'y a pas d'enjeu écologique. C'est pas coercitif d'un point de vue écologique. On est vraiment dans la préservation des paysages. Ce qui compte, c'est de maintenir un cadre paysager. Merci Gabriel, on va prendre une deuxième question et après on va... Oui, Adrien Baïsléné, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais poser deux petites questions. D'abord sur le choix des lieux. Est-ce que les ranchs qui sont achetés, c'est parce qu'il y a un risque d'urbanisation et donc c'est une action qui est un petit peu pour traiter cette dynamique d'urbanisation, ou est-ce que c'est par anticipation que des ranchs sont achetés suivant une stratégie spatiale un peu planifiée? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des investissements dans les land trusts qui viennent d'ailleurs, par exemple d'urbain qui serait je sais pas, à Portland, enfin dans Seattle, etc. Et du coup, est-ce qu'on pourrait penser aussi ces conservation easements comme des périphéries aménitaires dans des rapports un petit peu métropole lointaine à campagne, ou est-ce que c'est juste des investissements locaux? Alors après, ça reste bien la propriété du rancher. Hein. C'est-à-dire que ça devient pas des terres qui sont publiques ou qui appartiennent à de nouveaux propriétaires qui auraient financé le conservation easement. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans cette population-là qui participent par ces augmentations de taxes à créer ces conservation easements, il y a énormément de gens qui sont en bi-résidence, dont beaucoup de grands milliardaires de la Silicon Valley, qui effectivement, en plus, là où c'est intéressant, c'est que non seulement ils participent à maintenir des beaux paysages parce que c'est leur terrain de jeu, en fait, le Montana. Mais en plus, par cette opération de conversion de leur capital économique en capital environnemental, ils obtiennent du capital symbolique parce qu'en fait, ils prennent le statut de mécène.
Et c'est hyper important, en fait, aujourd'hui, vu cette montée en puissance des valeurs environnementales, d'avoir aussi cette étiquette-là, cette image de moi, j'investis mes revenus du GAFA dans la préservation de l'environnement et dans le maintien de ce paysage emblématique. Et là, j'ai fait des entretiens avec vraiment des milliardaires de la Silicon Valley qui sont des mécènes. Et bien sûr, ils sont mécènes, et ça se sait dans Montana, mais ça se sait dans la Silicon Valley aussi. Merci beaucoup, Gabrielle. Je suis là. Mais... Donc, on va enchaîner avec la deuxième contribution avec Julie Desconchas, et on va s'occuper de ces slides. Merci, et merci pour la présentation. Donc moi, dans le cadre de ces rencontres qui étaient dédiées à une réflexion autour du partage des sols, je voulais vous proposer une lecture de ces formes de partage, et plus particulièrement des modalités de ce partage à travers un cas original, celui du Community Land Ownership écossais. Alors, original parce que c'est donc une forme de propriété privée collective où des habitants peuvent devenir collectivement propriétaires d'un bâtiment, d'une forêt ou bien d'une île de dizaines de milliers d'hectares. Et ce qui est original dans ce fonctionnement, c'est que ça a été largement encouragé, favorisé et institutionnalisé par le gouvernement écossais, par le biais donc de politiques publiques. Là, vous voyez à l'écran donc l'exemple de West Harris, dont je pourrais vous montrer sur une carte la localisation, qui a racheté environ 6000 hectares. Donc les 137 habitants sont devenus collectivement propriétaires de 6000 hectares situés donc dans les Hébrides extérieures. Et dans un contexte où de plus en plus on valorise des modes d'intendance du territoire qui seraient au plus près des habitants, dans un contexte aussi où on pose la question de formes alternatives de propriété à travers notamment les communs, le cas de l'Écosse et du Community Land Ownership est intéressant pour moi parce qu'il questionne la place que l'on peut donner à l'État dans ces réflexions. Et c'est vrai que dans la littérature autour des communs, c'était un des points de départ quand ça faisait longtemps que ça faisait déjà 1 an que je travaillais là-dessus, et je ne m'étais pas intéressée finalement à cette mise en place d'un dispositif. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement très peu de travaux qui s'étaient intéressés à cette modalité-là en tant que dispositif institutionnel. C'est finalement, voilà, l'État est régulièrement présenté par rapport au commun comme un adversaire, ou bien c'est un impensé qu'on laisse un peu de côté pour se focaliser sur une échelle locale. Et donc moi, la question que je me posais, c'était est-ce qu'on pouvait imaginer d'autres formes de lecture du rôle de l'État, où celui-ci serait un partenaire capable de prendre en compte les besoins, les expérimentations des habitants, pour proposer une réponse institutionnelle innovante qui remettrait en cause le paradigme de la propriété privée individuelle. Alors bien que géographe, je vais revenir assez longtemps sur l'histoire et la mémoire de ce qui était un mouvement et qui est devenu un dispositif, parce que ça me semble important pour vous offrir quelques clés de compréhension, afin de penser justement cette possibilité d'un partenariat entre l'État et des communautés d'habitants. Mais au-delà de ce passage nécessaire par l'histoire et par la mémoire, je souhaite aussi poser la question de l'impact de ces politiques publiques sur le Community Land Ownership. Finalement, que deviennent ces alternatives qui sont au départ extrêmement localisées, des alternatives à la propriété privée individuelle, lorsqu'elles deviennent un projet politique à l'échelle d'un pays. Alors je vais revenir rapidement sur finalement le point de départ du Community Land Ownership, et pour ça, c'est-à-dire au moment où la possibilité d'une gestion foncière par la communauté va émerger comme une réalité politique. Et pour ça, il faut revenir en 1992, où les habitants du domaine d'Assynt, donc je vous montrerai également sur la carte tout au nord de l'Écosse, décident de s'unir sous la forme d'un trust. Alors c'est le nom qu'ils donnent, l'entité légale en fait c'est une Company Limited by Guarantee, et ils vont racheter collectivement ce domaine pour éviter qu'il ne passe encore une fois dans les mains d'un nouveau propriétaire privé. Ils vont y parvenir, et là vous avez une photo qui est emblématique c'était un crofter, donc un paysan, Alan McRae, qui était un peu l'instigateur au départ de ce mouvement et qui célèbre cette victoire. Et puis il y avait cette phrase de We have won the land, parce que c'était, on le verra, lié à une mémoire du territoire très importante. Et donc ils vont y parvenir au prix notamment d'une grande campagne médiatique et d'une campagne également de financement. Et c'est à peu près à travers le même procédé que les habitants de l'île d'Eigg, en 1997, parviennent également à acquérir leur île, qui elle aussi passait depuis des décennies de main en main de millionnaire excentrique en millionnaire excentrique.
Et dans les deux cas, les discours des habitants vont allier des dimensions très fortes de revendication sociale, de justice sociale, mais aussi un discours de développement. Alors, de développement durable, ça vient un peu après, mais déjà des discours où on va tenter de l'axer dans quelque chose de plus entendable, peut-être politiquement. Alors, juste avant d'aller plus loin, je voulais rappeler un peu la structure foncière écossaise, et c'est toujours le cas aujourd'hui, notamment dans la région des Highlands, où se situe la majorité des rachats. C'est un territoire qui est dominé par une structure foncière faite de très grandes propriétés, avec des propriétaires individuels, parfois absentéistes, qui dominent ces territoires-là. Et l'autre point qui est important, c'est qu'il n'y a pas de système de démocratie locale. On a des autorités locales, il y en a 33 en Écosse, mais il n'y a pas de municipalité, à l'exception des grandes villes. Donc, les habitants se retrouvent vraiment, souvent ils sont locataires de leurs terres, sous la coupe d'un propriétaire privé. Et aujourd'hui, c'est 432 propriétaires qui possèdent 50% de l'Écosse. Donc c'est quand même important. Alors dans ce contexte justement de domination de très grands propriétaires, ces deux exemples vont être fortement médiatisés. Et le gouvernement écossais, plutôt que de réprimer, ou du moins de minimiser, de laisser de côté ces initiatives locales, va très rapidement s'en emparer, à travers un dispositif qui va être enrichi au fil des ans. Alors, en quoi consiste ce dispositif ? Je vous ai donné juste quelques clés pour comprendre un peu la profondeur, l'épaisseur de cet engagement de l'État du côté des communautés. D'une part, on va avoir différents groupes créés au sein d'institutions quasi publiques et au sein du gouvernement pour venir en aide, pour conseiller les groupes d'habitants qui souhaiteraient acquérir des terres. D'autre part, c'est sans doute le plus important, on va avoir un fonds de financement qui va être mis en place dès 2001 et qui va pouvoir financer jusqu'à 95% du prix des acquisitions. Alors notez bien que c'est uniquement les acquisitions, c'est-à-dire que c'est déjà important, hein, on peut donner, il y a des cas où on a donné 4 millions à un groupe d'habitants pour qu'ils puissent acquérir l'île. Cependant, on ne finance pas la suite des projets d'acquisition. Et enfin, c'est peut-être le plus emblématique, un ensemble de réformes foncières, au nombre de 3, donc une en 2003, puis 2015 et 2016. Et ces réformes foncières, basées sur les modèles qu'on a vus précédemment, vont offrir des droits de préemption aux habitants pour acquérir les terres. Donc quand un propriétaire met en vente son domaine, les habitants locaux seront prioritaires pour l'acquisition. Et même, il existe aujourd'hui 3 droits absolus au rachat. C'est-à-dire que en théorie, on pourrait expulser un propriétaire selon des critères très stricts s'il ne respecte pas certaines conditions pour qu'un groupe d'habitants prenne la propriété. En réalité, ça n'a jamais été utilisé, mais c'est un gros pouvoir de négociation pour les groupes d'habitants. Alors, on voit donc c'est un engagement total avec différents outils en termes d'action publique. On a des outils législatifs, des outils économiques, et puis aussi discursifs. Et puis on a aussi des bonnes pratiques qui vont être mises en place, mais des guides de bonnes pratiques pour les propriétaires. Et ça va avoir des conséquences importantes. À partir de la mise en place donc, de tout cet ensemble de dispositifs qui commence en 1997 et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, hein, ça a été amplifié et enrichi au fil des ans, on va avoir une montée en puissance de différents groupes communautaires qui vont racheter des terres. Alors là, la carte représente uniquement les achats de plus de 100 hectares. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui m'intéressait, c'était ces espaces où des communautés allaient prendre le contrôle de domaines importants et donc de différents types d'infrastructures. Et pour ce type d'acquisition, on voit que en fait, c'est 97% de la surface qui se fait dans cette grosse région qui compte les Highlands, mais également toutes les îles, et notamment les Hébrides extérieures, où 70% des habitants vivent désormais dans des territoires contrôlés par des communautés. Je vous montre juste rapidement où se situaient ce dont je vous ai parlé auparavant. West Harris, c'est ici, donc j'avais fait un terrain d'1 mois là-bas. Là, vous avez Assynt dans ce territoire, et puis Egg par ici. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement aujourd'hui va développer tout un discours autour du community land ownership qui va l'insérer dans ce que j'avais appelé une sorte de roman national identitaire. Finalement, la légitimation du dispositif, parce qu'il s'agit d'une insertion de l'État dans le marché et dans les affaires privées des propriétaires, va passer notamment par un discours qui va mettre en évidence, de façon très frappante, le particularisme, la singularité du rapport que les Écossais entretiendraient avec la terre.
C'est ce que vous voyez dans cet extrait que vous voyez là-bas, d'un discours de Rosanna Cunningham, qui était secrétaire de cabinet d'un comité parlementaire sur les réformes foncières notamment, et au parti indépendantiste, et qui va mettre en évidence la nécessité pour le Parlement de s'engager dans ces réformes, parce qu'il y a une évidence à ce que le gouvernement s'empare de ces questions. Qu'il y a une continuité politique presque nécessaire. Alors, c'est une stratégie qui est très fréquemment employée par le parti indépendantiste à différents niveaux, notamment par rapport à la colonisation ou à on va faire en sorte que l'Écosse apparaisse comme homogène, dans ce cas-là aussi moralement supérieure, parce que la question de la morale est très importante dans la légitimation de ce dispositif. Et surtout, on va faire en sorte que les Highlands, qui sont un cas assez particulier où il y avait effectivement des structures foncières assez différentes, avec une structure clanique, avec des communaux très fréquents, et puis également avec des concepts gaéliques comme le Dustras, qui effectivement renvoyaient à des rapports à la terre particuliers. Mais ces concepts, ils étaient uniquement dans la région des Highlands. Et là, on va faire en sorte que toute l'Écosse, finalement, soit comprise dans ce rapport-là au foncier. Et moi, ça avait été un de mes points de départ aussi, pour réfléchir à cette question d'un partenariat entre l'État et les communautés locales, en me demandant si, effectivement, il y avait une évidence, il y avait des preuves que dans les réponses institutionnelles par rapport à ce qu'on va appeler la question foncière, cette question des inégalités foncières, finalement, est-ce qu'on retrouvait cet engagement à la fois des communautés et à la fois des politiques en faveur d'une gestion collective. Donc, j'ai fait un petit retour aussi par l'histoire en voyant comment cette question foncière, qui effectivement est très présente, alors pour reprendre les mots d'un historien écossais, Ewan Cameron, elle coule dans la politique, dans le sang de la politique écossaise, et elle coule dans la mémoire culturelle aussi de l'Écosse, cette question foncière, notamment depuis la fin du 19e siècle. Pourtant, les réponses qui vont être apportées face à ces immenses inégalités entre les communautés d'habitants et les propriétaires privés vont être très différentes. À la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, ce qui va être choisi par le biais de législation, c'est l'encadrement des pouvoirs des propriétaires privés sur leurs locataires. Donc ils ne vont plus pouvoir expulser qui ils veulent quand ils veulent, ils ne vont plus pouvoir augmenter les loyers jusqu'à ce que ce ne soit plus possible pour les autres de le payer. Et ça va être fait à la suite de révoltes locales, notamment à la fin des Highland Clearances, donc ce mouvement d'expulsion des populations pour instaurer ces grandes propriétés. L'autre solution qui va être envisagée, mais jamais vraiment aboutie, c'est la nationalisation de certains territoires conflictuels. C'était le cas notamment sur Harris, il y a toute une partie qui était possédée par le gouvernement. Cette question de la nationalisation, ça va être la solution préférée de beaucoup de militants pendant très longtemps, mais elle ne va jamais aboutir de façon très, très frappante. Dans les années 70, une nouvelle solution va être envisagée. Ça va être la création d'une classe de petits propriétaires terriens. Donc ces petits paysans qui étaient locataires des terres sur des territoires possédés par des propriétaires, on va leur donner la possibilité d'acquérir à moindre coût les parcelles sur lesquelles ils travaillent et vivent. Et donc, finalement, on se dit qu'on va réguler ces inégalités en créant de nouveaux propriétaires. Donc c'est une autre solution. Et ce qu'on voit, c'est que finalement la gestion collective des terres, elle n'est pas une évidence, elle n'a jamais été choisie, et pourtant il y avait des exemples. Parce que plusieurs propriétaires privés avaient donné au début du XXe siècle, en 1908 et 1923, des terres aux communautés qui habitaient dessus. Et ces terres, ces communautés existent encore. Et pourtant, personne ne s'en est emparé ou ne l'a pris comme modèle jusqu'avant, et on trouve très peu de traces d'une influence sur des groupes communautaires auparavant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 90 qui fait que d'un coup, alors pour les communautés d'une part, mais surtout pour le monde politique, c'est possible de s'emparer de cette question et de choisir cette voie communautaire. Alors pour moi, il y a quelques éléments, il y en a sans doute beaucoup d'autres, et là je me focalise sur le monde politique, mais l'élément le plus important, c'est la dévolution. Jusqu'alors, l'Écosse n'avait pas de parlement. À partir des années 90, ça devient une possibilité. En 99, un parlement est créé, mais avant ça, déjà, c'est dans la tête de tout le monde. Cette dévolution, elle va permettre la création d'une nouvelle classe de politiciens, des politiciens locaux, dont certains sont très engagés pour les réformes foncières depuis longtemps, notamment Brian Wilson. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'en parallèle de la dévolution, c'est l'élection du Parti travailliste. Et le Parti travailliste, dès le début, va dire nous, on fait un manifeste pour les réformes foncières. Au même moment, il y a Hyacinthe, il y a Hague, et donc ils vont être profondément influés par ces cas-là et le mobiliser. Mais l'élection du Parti travailliste, il faut aussi l'avoir au niveau du Royaume-Uni,
c'est le New Labour, c'est Tony Blair et c'est la voie communautaire qu'on va choisir. Donc la communauté, après l'ère Thatcher de l'individualisme, on va dire la communauté c'est super, il faut lui donner du pouvoir, mais il faut aussi la responsabiliser. Et ce discours, il ne va avoir de cesse d'être repris par la suite, et il ne va jamais vraiment s'en aller finalement. David Cameron, lui conservateur, dans les années 2010, va reprendre quasiment le même discours avec bien évidemment le climat d'austérité qui fait qu'il va falloir plutôt responsabiliser que donner du pouvoir. Mais il y a le Localism Act en 2011, si je ne me trompe pas, et l'idée de la Big Society qui reprennent exactement le même discours d'une communauté à laquelle il faudrait donner du pouvoir. Je vais m'arrêter, c'est la dernière. Et donc, à partir de ce cas-là, justement, de cette prise en charge de la question communautaire, notamment par les partis conservateurs, ça permet d'illustrer pour moi certaines des ambiguïtés d'un État qui serait vraiment partenaire des communs. Dans le cadre du travail que j'avais réalisé sur le Community Land Ownership, je m'étais entretenue avec beaucoup de différentes institutions, et dont l'un, et cette question-là revenait souvent, c'est-à-dire qu'il y a finalement un consensus très fort, qui n'était pas le cas au début, mais qui est très présent aujourd'hui. Tous les partis politiques, sans exception, sont pour le Community Land Ownership. Alors pas forcément pour le droit absolu à expulser les propriétaires, mais pour l'idée que des communautés gèrent des terres, tout le monde est d'accord. Par contre, les raisons sont extrêmement différentes. Il y en a qui vont y voir des questions de démocratie, de participation des citoyens, et d'autres au contraire qui vont dire que c'est un modèle finalement de petite entreprise. L'État se désengage totalement, parce que je vous ai beaucoup parlé, et c'est vrai que c'est ce qui est mis en avant, de ces propriétés privées rachetées par des groupes communautaires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des groupes communautaires rachètent des biens publics, qui étaient autrefois gérés par les autorités locales. Et donc on peut vraiment se poser la question de à quel point finalement il s'agit de donner du pouvoir, et à quel point il s'agit pour l'État de se désengager de certains des services publics qui étaient présents. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais juste dire il y a quelques autres pour moi problématiques qui sont connues par les acteurs locaux par rapport à ça. D'une part, on a un État qui a mis en place un ensemble de critères, et ces critères, même s'ils ont pour but de favoriser quelque chose de très horizontal, ils sont pris de façon très centralisée. C'est le gouvernement qui décide des critères, c'est le gouvernement qui décide de ce qui est une bonne communauté, et c'est le gouvernement qui a la possibilité de décider à qui il alloue les fonds, alors via une institution quasi-publique, et à qui on accorde le droit d'utiliser les législations. Et tout ça avec un pouvoir discrétionnaire important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire appel à la décision du gouvernement. Voilà. Alors je vais conclure là-dessus en disant que malgré ces problématiques, l'implication ou l'enthousiasme du gouvernement en faveur de ces formes de propriété collective a néanmoins permis, et c'est important, le développement et l'émergence surtout de nombreux et foisonnants débats en Écosse autour de la propriété, et l'apparition également de beaucoup d'associations qui sont peut-être un peu plus radicales que ce que propose l'État. Et dans le cadre de la session d'aujourd'hui, qui était consacrée au lien entre sol et mémoire, alors moi c'était plutôt la question foncière, je voulais aussi conclure là-dessus. Je pense que c'est important d'analyser de façon critique ces liens entre l'histoire, la mémoire de ces territoires, et puis également ces modalités institutionnelles de partage et des sols. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Julie. Timing parfait. On va prendre quelques questions. Bonjour, merci pour la présentation. Juste une question par rapport, enfin deux. Une sur qu'est-ce qui motive. Donc j'imagine il y a la dimension symbolique de la récupération de land, on the land. Mais peut-être ça c'était au démarrage et sur certains cas typiques. Mais qu'est-ce qui motive en fait la durée déjà de l'investissement et puis le type de milieu qui est créé, c'est-à-dire est-ce que les gens y vivent ou est-ce qu'ils vivent à côté et ils préservent ces îles, enfin, c'est une logique de préservation ou de production. Et l'autre, juste pour revenir sur la notion donc qu'on est en Écosse et qu'il y a cet enjeu d'indépendantisme qui est, et on se pose presque la question, est-ce que le gouvernement local n'encourage pas cette dynamique pour encourager une forme de sécession vis-à-vis de l'État Great Britain, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a un enjeu de politique intérieure sur ces communautés? Merci. Merci pour ta question. Alors, pour ce qui concerne la motivation, ce qui est vraiment mis en avant, c'est
ce qui effectivement a fonctionné sur beaucoup de cas, notamment l'île d'Aigle, c'est qu'effectivement on a par exemple, c'était des territoires où il y a énormément de déprises rurales, des îles avec l'âge moyen est à 70 ans presque, où il n'y a plus d'école, etc. Et effectivement, par le biais d'une communauté qui va s'inscrire dans ces démarches-là aussi de créer du logement. Il y a eu énormément de projets où ils ont créé des logements abordables. En fait, on a des familles qui sont arrivées sur ces îles. Et donc, il y a des endroits où la population a doublé en 20 ans maintenant. Donc ça a été... disons que les premiers exemples ont montré que c'était possible et qu'en tout cas, comparé à un propriétaire privé absentéiste, la communauté allait mieux s'occuper. Voilà. Et il y a une des membres d'une de ces institutions qui disait c'était une nouvelle façon de penser, de se dire plus qui peut avoir la terre en termes financiers, mais qui c'est qui va en faire le meilleur usage et le mieux permettre de redynamiser ces espaces. Et donc ça répond aussi à la deuxième question. La plupart des acquisitions foncières de taille importante, les gens habitent dessus. Il faut habiter dessus en fait pour pouvoir y avoir accès. Cependant, il y a eu récemment un achat d'une île où il y avait que 2-3 habitants et c'est l'île d'à côté ils se sont associés pour racheter, enfin, dans l'idée de se dire, en fait, on pourrait faire revenir des gens dessus, mais c'est peut-être pas les personnes qui étaient au point de départ de ce projet. Par rapport à l'indépendance, non, pas forcément pour faire sécession. Par contre, pour montrer, ils sont très régulièrement cités comme modèle dans un grand nombre de rapports sur les questions foncières, et je pense que ça permet de montrer qu'il y a des dynamiques, et ça permet de les situer de façon différente du programme de l'Angleterre, hein, où ils se voient beaucoup plus comme social-démocrates que dans des thématiques néolibérales. On voit bien que c'est un peu plus flou que ça, mais il n'y a pas une volonté de faire sécession, et pour l'instant, c'est que 3% du territoire qui est possédé par des groupes communautaires. Voilà, donc ils ont encore un peu de travail, je pense, avant de... Oui, je me demandais en termes de gouvernance, quelle est l'organisation communautaire qui permet ensuite la gestion et de prendre les décisions? Oui. Alors du coup, oui, je suis pas du tout rentrée dans ces détails-là. Alors il se nomme Trust, mais c'est juste pour le nom. En fait, comme je disais, c'est une Company Limited by Guarantee en général. Donc ils vont élire des directeurs et des directrices. Alors, ça dépend de la taille, on va dire 10 ou 12 directeurs, directrices qui vont les représenter finalement. C'est pour ça, alors moi je parle de commun. En réalité, il y a des habitants qui ils ne s'impliquent absolument pas dans tout ça et ça ne leur donne pas des droits d'usage supplémentaires. Donc voilà, et cette Company Limited by Guarantee, c'est finalement vraiment c'est l'équivalent d'une entreprise caritative. C'est ce qui va être employé en tout cas pour ce type de projet. Donc voilà, des directeurs qui sont élus et qui vont représenter l'ensemble des habitants pendant un certain nombre d'années avec... je sais pas si je rentre plus dans les détails du fonctionnement. Il y avait une troisième question. Merci. Tout à l'heure, en fait, vous avez cité que pourtant ces systèmes de land trust ou de community land ownership a déjà existé. J'ai vu 1918, je crois, et 1923 oui. Avec Glendale. Est-ce qu'il y avait des particularités de ces lieux qui ont fait que ces deux endroits ont créé ce système? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'était leur spécificité? Je vais pas. Alors Glendale, je connais moins que celui de la Stornoway Land Trust. Là, c'est un cas intéressant. C'était un propriétaire, alors Lord Leverhulme, qui était un millionnaire qui avait acquis l'ensemble des îles avec des immenses projets. Bon, ça n'a pas du tout marché. Il y a eu beaucoup de révoltes. Et en fait, il a décidé de tout revendre, de tout donner, excusez-moi, aux habitants. Et il y a uniquement les habitants autour c'est une petite ville qui s'appelle Stornoway, qui ont décidé de racheter, qui ont décidé de prendre les terres qu'ils lui offraient. Les autres ont dit non, on n'en veut pas, parce il n'y avait pas trop de moyens mis à leur disposition pour le gérer. Donc là, c'est vraiment un cas particulier d'un propriétaire un peu... qui était lui aussi connu pour être un peu excentrique, je sais pas et qui était en fin de vie aussi, et qui a décidé, mes projets n'ont pas fonctionné, je laisse tout aux habitants, et voilà. C'était plutôt dans ça. Après... je suis pas du tout rentrée là-dedans, mais c'est des territoires des Highlands à chaque fois aussi, parce qu'il y avait cette histoire des Crofts qui dominent ce territoire, et qui faisait qu'il y avait peut-être plus de révoltes locales aussi,
plus de possibilités pour les gens de se mobiliser, etc., que dans le sud, mais c'est plutôt des cas vraiment particuliers à ce moment-là. D'accord. Oh, merci. Merci Julie. On va enchaîner avec la contribution de Maëlys. On va voir s'il nous reste un tout petit peu de temps à la fin. Je regarde Jean-Henri qui nous dira. J'en profite pour poser une question. Je me demande s'il n'y a pas une recherche derrière de qui fait la bonne affaire, parce que dans un contexte de changement climatique avec des territoires insulaires qui vont être plus vulnérables que le reste à la montée des eaux, aux ouragans, ces communautés qui deviennent propriétaires, est-ce que derrière, quand il va falloir payer des digues et compagnie, l'État va dire bah, trop tard, on a vendu? Oui, de toute façon, la question de la bonne affaire, elle est très présente et on le voit dans le fait qu'il n'y a pas de dotation ensuite pour des projets. Il faut qu'ils se débrouillent complètement pour trouver d'autres financements. Et du coup, il y a des cas où on se dit, en fait, l'État, c'est beaucoup plus simple de leur donner le bébé, même en mettant 3 millions d'un coup, et ensuite de pas le faire, de ne plus avoir d'investissement sur ces territoires. C'est une vraie question et les dernières acquisitions, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Maintenant, sur la question climatique, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, donc je pense qu'il... Voilà, on verra comment ça se passe. Alors moi, je voyage beaucoup moins loin, quelques kilomètres au sud. Donc on va parler on va parler de la pollution des calanques de Marseille. Alors bon, l'actualité fait que il y a une toute autre pollution à Marseille en ce moment. Mais moi, je vais vous parler donc d'une pollution industrielle ancienne. Qui est le résultat d'industries qui étaient installées à la fin du 19e siècle dans les calanques de Marseille. Donc c'est vraiment les calanques à proximité des Goudes, juste après la partie urbanisée. Et aujourd'hui, donc c'est vraiment le tout début du territoire du parc national des Calanques. Donc la recherche que je vais vous présenter, c'est le résultat d'un travail collaboratif qui s'est inscrit dans le cadre d'un projet de recherche coordonné par Isabelle Lafonche-Fob et donc qui est écologue, et Xavier Demalin qui est historien. Et ce travail plus précisément a été réalisé donc avec ma collègue Aurélie Arnaud, géographe et cartographe. Donc l'idée générale, c'est d'essayer de visibiliser, de montrer cette pollution du sol qui est une pollution ancienne, historique, dont on a très peu de documentation, et de la mettre en contraste avec aujourd'hui la multitude des couches de protection de cet espace-là au titre du droit de l'environnement. Donc c'est vraiment un petit jeu de miroir dans lequel je vais vous amener. Alors tout d'abord quelques éléments contextuels sur la façon dont le droit appréhende les sols. Eh bien, donc là, on est véritablement dans le sol impensé, puisqu'on ne va pas trouver, ni dans le droit de l'environnement, ni dans le droit rural, ni dans le droit de l'urbanisme, ni dans le droit civil, de définition pédologique du sol, ni de définition fonctionnelle du sol. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un droit épars, sans principe, et sans ligne directrice qui permettrait d'orienter tous les usages et aussi tous les mécanismes de protection en prenant en compte ce qu'on pourrait qualifier de qualité du sol. Alors pourquoi le terme qualité? Adrien en a un petit peu parlé ce matin, parce que le terme de qualité résonne en droit de l'environnement, puisque on a un statut de qualité de l'eau, un statut de qualité de l'air, et donc aujourd'hui la qualité du sol fait défaut, et de nombreux scientifiques appellent à une évolution du droit en ce sens. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de réglementation du sol, parce que c'est souvent une question qui est posée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réglementations du sol, de restrictions d'usage, mais qui sont soit indirectes, donc c'est des protections indirectes parce que on va protéger l'eau qui est dans le sol, ou on va protéger l'eau qui est sous le sol, pour les nappes souterraines par exemple, ou alors ce sont des protections donc, qui sont guidées par des intérêts anthropiques.
De la même manière, et là plus précisément pour l'objet de cette recherche, on s'est intéressé à la façon dont la pollution du sol pouvait être appréhendée par le droit, et on s'est trouvé face à également des défauts de pollution, des défauts de définition. Donc ça pourrait être l'introduction directe ou indirecte d'éléments intentionnels ou non intentionnels dans un milieu. Ça c'est un peu la définition donnée par le droit de l'Union européenne. Mais quand on regarde la façon dont ça se concrétise dans le droit français, en fait, on va surtout regarder l'activité qui est à l'origine de la pollution pour encadrer le fonctionnement de l'activité. Et après, quand l'activité est terminée, on va encadrer la fin de l'activité de manière à remettre en état le sol, mais non pas dans sa restauration écologique pour refaire fonctionner le sol, mais pour le rendre capable d'avoir une autre activité future. Donc on est toujours dans une perspective d'usage et assez peu dans une perspective de protection quand on parle du sol. On a également la notion de cité-sol pollué, et là c'est particulièrement intéressant pour ces pollutions des calanques, puisque ce sont des pollutions qui résultent d'activités antérieures à la réglementation des ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement, avec une non-rétroactivité du droit. Donc on ne peut pas appliquer rétroactivement le droit à l'égard de gens qui ont disparu ou de leurs héritiers qui n'étaient pas au courant de ce que faisaient leurs parents et grands-parents. Et également, cette notion de cité-sol pollué, même si elle s'appliquait, en fait aujourd'hui elle est limitée au parcellaire du site d'exploitation. C'est-à-dire que si votre pollution elle excède la parcelle que vous exploitiez, vous n'êtes pas considéré comme responsable. Donc la notion de pollution diffuse, qui vous allez le voir, c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une grande partie du massif qui est pollué. Eh bien en fait, comme c'est très difficile de remonter à la source, en plus il y a les effets cocktails, donc établir un lien de causalité direct entre ce qu'on va trouver dans le sol et votre activité à vous, alors que des fois elle est le fruit de plusieurs activités, donc on a un problème de co-responsabilité en l'occurrence, ce qui fait que juridiquement aussi, le lien est diffus. Ensuite, pourquoi la carte ? Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait finalement un nouvel aspect intéressant à creuser pour la recherche en droit, c'est comment est-ce qu'on peut matérialiser spatialement les actions juridiques. Alors, les effets juridiques des cartes, c'est un volet qui est déjà bien creusé par le droit, notamment, surtout, moi je travaille dans une école de géomètres, donc la question de la précision du trait, millimètre, est très très importante, qu'ils ont vraiment un compas dans le cerveau. Alors, j'imagine les architectes aussi. Et donc vraiment, la question juridique qui va se poser sur le rapport entre le droit et la carte, c'est oui, mais alors, est-ce que ma parcelle qui va se retrouver coupée en deux par un plan de prévention des risques est inconstructible en totalité ou inconstructible à moitié, et si le trait sur la carte il fait 1 mm, est-ce que ça fait 2 mètres sur mon terrain ou est-ce que ça fait 5 mètres sur mon terrain? Ça, ce sont des questions très concrètes qui sont tranchées par les juges, donc c'est pas l'objet de la recherche aujourd'hui. Également, les questions des cartes et du droit, elles interrogent sur les différentes articulations entre les différents documents juridiques en matière notamment de planification, donc conformité, compatibilité, prise en compte, etc. Et enfin, on se pose aussi beaucoup la question en droit de l'environnement sur comment délimiter le territoire idéal en termes de gouvernance environnementale, à partir de quels critères écologiques, est-ce que ça peut être à partir du sol, à partir de la biodiversité, donc c'est toutes les réflexions autour des corridors, notamment autour des bassins versants, ce genre d'éléments qui utilisent énormément le document cartographique. Nous ici, on s'intéresse pas à la force juridique de la carte, mais on s'intéresse au rôle de la carte en tant que support visuel pour démontrer son inadéquation, l'inadéquation du droit entre la réalité environnementale d'un espace, pour lequel c'est très rare, mais on a énormément de données, et donc on a pu bien cartographier différents éléments, mais aussi révéler des fois différentes contradictions entre différents outils juridiques, puisque en France, donc on a le principe de l'indépendance des législations, et le droit même s'il s'est considérablement assoupli, mais le droit de l'urbanisme ne va pas nécessairement intégrer les dispositions du droit de l'environnement, et vice-versa. Alors, quelques éléments de contexte, donc partons dans le sud de la France. Donc vous avez ici des photos des calanques de Marseille, donc vous voyez c'est complètement pelé,
Si vous y êtes allé récemment, il y a un grand couvert forestier qui s'est restauré depuis. Donc là, on est dans les années 1920 à peu près. Pardon, la photo n'est pas datée. Donc les industries sont à ce moment-là en fin d'exploitation. Et donc on a à la fois toute la forêt qui a été coupée pour faire tourner les fours, mais aussi parce qu'il y a un usage du bois à l'époque qui est différent. Donc c'est véritablement un caillou. Donc là, ça montre aussi la résilience du milieu quand même à cette échelle. Donc le plomb, donc c'est une fonderie de plomb, c'est la fonderie de plomb de l'Escalette. Donc c'est la calanque qui est la plus à l'ouest de Marseille. Donc il arrivait par bateau venu d'Espagne sous forme de galène et il était fondu. Et donc à droite, il me semble que c'est la raffinerie de Callelongue. On devine la calanque qui est toujours restée la même. Et donc plomb et raffinerie, tout ça avec donc des procédés de l'époque. Donc pourquoi est-ce qu'on était dans les calanques? Parce qu'on n'était pas dans le côté urbanisé, on avait éloigné les fumées. Et vous voyez peut-être au sol des espèces de cheminées rampantes, ça fait comme des petits murets. Et donc c'était les techniques de l'époque pour éloigner encore plus les fumées. Donc les cheminées partaient, remontaient le vallon pour aller ensuite cracher la fumée encore plus loin. Ce qui fait qu'on a considérablement dispersé tout un cocktail de métaux lourds pendant une 50aine d'années à peu près dans les calanques. Donc là, c'est pour vous montrer, donc c'est un travail d'historien qui a été réalisé. Vous avez 6 ou 7 sites d'exploitation, sources de pollution dans les calanques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une pollution très diffuse qui nous reste et avec énormément d'usages. Donc il y a un peu de résidence dans différentes calanques, il y a des restaurants qui ont leur image à tenir, beaucoup de tourisme en plus avec le label aujourd'hui Parc National, et puis des usages d'habitants du coin qui vont faire de la pêche et de la cueillette. Donc cueillette, c'est essentiellement le thym et le romarin, le champignon pas trop, parce que là pour le coup on est sur des sols squelettiques assez maigre, mais avec une très faible capacité de rétention des polluants aussi. Et des problèmes sanitaires qui ont commencé à émerger, puisque donc il y avait énormément de plomb. Et donc vous voyez ici une photo danger sol pollué. C'est un panneau qui est arraché très régulièrement. Donc il y a un volet psychologie de l'environnement dans le projet, donc il y a un déni de la pollution, de la population, qui veut pas justement qu'on communique sur cette pollution qui avait été complètement oubliée d'ailleurs. Et donc il y a une absence complète de la perception de la pollution dans cet espace-là. Et à titre d'exemple, ici, vous avez la photo d'un camping qui a existé jusque dans les années 80, donc qui bénéficiait d'une autorisation d'occupation du domaine public. Donc c'était le camping de la Calanque Blanche. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens campaient véritablement sur du plomb. Et il y a même un contentieux, il y a un contentieux qui existe sur ce camping, puisque dans les années 80, quand le préfet a commencé à vouloir limiter le nombre de campings, parce qu'il y avait eu beaucoup de campings dans les années 70, donc il avait refusé de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire, donc le directeur du camping avait contesté la décision, c'était jusqu'au Conseil d'État, mais donc ce camping avait bel et bien fermé, mais non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons paysagères. Et puis aussi des espaces avec beaucoup de surprises, et ça révèle aussi la difficulté et la contradiction des outils juridiques. Vous avez donc ici le Plantago subulata, qui est une espèce végétale protégée, qui est au milieu des scories de plomb, là. Donc vous voyez les petits cailloux noirs, ici c'est du plomb. Et donc comment faire dans ces cas-là, quand on a le sol pollué, mais sur un sol pollué, on a une espèce protégée. Là, c'est le casse-tête en termes de gestion de l'espace naturel. C'est est-ce qu'on enlève la pollution, mais en enlevant la pollution, on va faire de la destruction d'espèces protégées. Donc, est-ce que parfois, il vaut mieux pas laisser la pollution in situ et faire avec? Et d'ailleurs, c'était une question qui s'était posée aussi pour des étudiants en école du paysage, puisque, donc c'est pas l'objet de la présentation, mais il y a un énorme créassier de plomb qui est sous forme vitrifiée, solidifié carrément, et donc on peut pas en faire grand-chose, mais la question c'était est-ce qu'on pourrait pas le mettre sous du plexiglas et avec un espèce de petit sentier autour, comme ça on irait visiter en termes de mémoire industrielle le créassier de plomb, sachant qu'il y a des chiens qui tombent dans les pommes à côté, donc c'est un peu voilà, discussion quoi. Donc ça donne aujourd'hui une pollution très diffuse.
Là, vous avez ici la répartition de l'arsenic. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est assez unique hein, sur cet espace-là, parce qu'il y a vraiment eu un premier projet de recherche où ils ont fait que des prélèvements de sol, et qui montre le fait que par rapport au site d'exploitation, en fait, la pollution s'est répandue vraiment partout. Et ils ont pris comme référentiel là pour faire pour passer du bleu au rouge. Donc c'est les valeurs de constat d'impact, alors qui sont pas des valeurs réglementaires. Donc vous n'allez pas les retrouver dans le droit, mais c'est des valeurs qui sont utilisées pour guider les usages et guider les opérations de dépollution. Et donc là, on est par comparaison, il me semblait, sur les hotspots là où c'est très rouge, à des valeurs que vous pouvez retrouver sur des sites comme Metal Europe. Pour donner une idée du taux de la pollution, mais c'est surtout son caractère très répandu qu'il faut bien garder en tête dans cette présentation. Donc il y a 4 cartes en tout, il y a le zinc, le plomb, l'arsenic et l'antimoine, donc je vous en ai mis qu'une ou deux je crois. Voilà, la deuxième c'est la carte du plomb, avec, vous retrouvez donc tout en haut la calanque de l'Escalette, c'est là où il y avait le plus grosse industrie, mais c'est aussi celle qui est la plus à proximité de Marseille et avec une grosse pression foncière, sachant que l'Escalette est déjà là comprise, on est déjà dans le périmètre du parc national. Et juste à côté, vous avez la calanque de Samena, et au-dessus on voit une sorte de petit V rouge, et à côté il y a l'usine de Le Grémante, tout en haut de la carte, là, ça c'est une usine qui fait l'objet aujourd'hui de projets de réhabilitation, avec des constructions de logements qui sont prévues. Donc on est en plein dans la pollution, mais aussi avec aucune visibilité de la pollution, puisque c'était uniquement des poussières et des cendres. Et le problème, c'est que quand ça reste dans le sol, à la limite, c'est là où il y a le moins d'impact, mais il y a beaucoup de Mistral. Donc dès que ça s'envole, là, les taux, ils changent. Et puis dès qu'il pleut, ça ruisselle et ça part dans la mer. Alors, qu'est-ce qui fait, que fait le droit en réponse à tout ça? Donc là, on s'est dit, on va essayer de regarder toutes les réglementations qui s'appliquent sur la zone. Donc là, on a fait une mind map avec des règles de droit de l'urbanisme et des règles de droit de l'environnement. Et on les a plus ou moins fédérées sous des thématiques qui vont se retrouver ensuite dans les cartes, avec une carte, ce qu'on va appeler la pollution réglementée. Mais la pollution réglementée, elle va comprendre à la fois du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement, puisque les deux s'entremêlent. Et une carte protection du cadre de vie et protection de l'environnement, où on va s'intéresser à la fois à la façon dont le droit de l'urbanisme va encadrer les constructions, mais ça peut être aussi en termes esthétiques, paysagers, de nécessité d'arbres ou d'espaces de pleine terre, et les mesures environnementales de protection de la biodiversité. Et vous voyez que dans le droit de l'environnement, donc ça va se découper en 2 grandes catégories, cité sol pollué et protection de l'espace naturel. Et en fait, cité sol pollué, c'est très très maigre, puisqu'on a on n'est quasiment pas sur des outils en fait réglementaires ici, c'est des recensements. Donc c'est le site de l'Escalette par exemple, il est intégré dans la base de données Basel. Mais ça ne va pas nécessairement entraîner de conséquences juridiques. Et ensuite, l'ADEME, en tant qu'établissement public, a pris en charge certaines opérations de dépollution du site de l'Escalette, mais pas du tout sur l'ensemble du parc national des Calanques. Alors qu'à côté, vous voyez qu'on a 4 couches de protection au titre du droit de l'environnement. Donc au début, c'était les cités monuments naturels, les années 70, la trame verte et bleue, Natura 2000, et puis aussi, bien sûr, le parc national. Donc là, je vous ai montré donc la mind map, on l'a transformée, et là, la méthodologie est balbutiante. C'était très compliqué de transformer la règle pour lui donner une force indiciaire. Donc on est allé de 1 à 3, de la moins engageante avec le moins de sanctions, etc., le moins d'obligations finalement, à 3, avec des pouvoirs, en fait c'est des pouvoirs de police et des pouvoirs de sanctions. Donc
ça, c'était vraiment... en fait, c'était pas à la base, c'était pas l'objet principal du projet. Et puis on s'est dit, mais ça serait une super idée. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on voudrait développer par la suite. Donc, on est vraiment en piste du début de cette recherche-là, finalement. Mais c'était quand même pour avoir une première idée. Donc, vous avez toutes les règles de la mind map qu'on va retrouver dans le tableau, avec à droite donc l'indice de protection qui leur a été arbitrairement attribué. Et derrière, en fait, ça nous a permis de les spatialiser avec mon frère, qui est cartographe, et qui finalement, donc plus c'est foncé, plus la réponse du droit est forte. Mais vous voyez qu'en fait, elle est très localisée, cette réponse-là. Et le bleu autour de la madrague, là, le gréement, c'est surtout parce que donc il y a ce projet de réhabilitation et donc derrière il y a des règles en matière d'urbanisme avec des prescriptions de construction liées à la pollution des sols, ce qui fait que c'est un peu plus foncé qu'ailleurs. Sinon, la tache bleu clair, en fait, c'est juste le périmètre de l'ADEME qui a décidé qu'elle allait agir ici, donc autour de l'escalette et pas ailleurs. Et ici, donc, vous avez le contraste, donc ce sont la superposition de toutes les couches de protection qu'on peut trouver, à la fois, donc là, c'est à la fois au titre du droit de l'urbanisme, donc les inconstructibilités, et au titre du droit de l'environnement, donc les mesures de gestion et les pouvoirs de police en termes de restriction des usages. Et finalement, on se rend compte qu'on a une qualité environnementale énorme, mais dans aucune de ces règles de droit de l'environnement et de protection du cadre de vie, il va y avoir quelque chose qui va imposer la dépollution. On peut trouver dans le parc un peu la possibilité de mener des actions de restauration écologique, mais c'est une possibilité. Et donc, en aucun cas, les gestionnaires sont obligés d'engager la dépollution. Et donc, voilà, c'est ce contraste que la carte permet de présenter. Et je m'arrêterai là et je vous remercie pour votre attention. Merci Maëlys. On va prendre quelques questions. Oui. Merci pour cette présentation passionnante. Moi, je me demandais quelles étaient vos relations dans le cadre de votre recherche avec le parc national. Comment elle est reçue, quels sont les retours, voilà, parce que cette institution est assez récente, est tâtonnante et controversée. Et du coup, voilà, vous amenez aussi des éléments qui sont intéressants de ce point de vue-là. Oui, ben les relations sont plutôt bonnes, parce que le parc, lui, se retrouve un peu pris entre le développement du tourisme, le fait qu'il faut valoriser l'image des calanques, même si cet été ça a changé, hein, ils faisaient du démarketing, donc peut-être que là, nous on a des arguments de démarketing assez costauds. Et donc elles sont plutôt bonnes, et d'ailleurs dans la charte constitutive du parc, il y a un volet partenariat avec la recherche scientifique, et ils ont intégré cette question de la prise en compte de la pollution. Parce que donc le projet, il a commencé en 2014, mais avant il y avait un projet précédent, c'était le projet Marseco, qui était toute la phase de prélèvement des données. Et donc ils étaient partis de la connaissance pour ensuite montrer comment est-ce qu'on va mener des opérations de restauration. Mais c'est là où c'est très intéressant, c'est que du coup, c'est très encadré de pouvoir faire des recherches dans un parc et de mener des expérimentations. Donc pour les écologues, par exemple, ils voulaient essayer de faire non pas de la restauration pour enlever la pollution, mais faire au moins de la phytostabilisation pour éviter les transferts de polluants, parce qu'on est sur des métaux lourds, donc c'est très difficile de les dégrader. Et donc il fallait travailler uniquement avec des plantes endogènes, qui n'étaient pas nécessairement disponibles sur le commerce des semences, et donc ils ont travaillé avec le lycée, donc ils ont sélectionné les plantes endogènes présentes sur le site qui avaient les meilleures capacités de phytostabilisation, et ensuite ils ont travaillé avec le lycée agricole des Calanques. Ils ont eu le droit de prélever des graines dans le parc. Le Calanque le lycée les a fait germer, et après ils les ont chargés à dos d'âne sur des sites, des petites placettes prédéterminées où ils ont eu le droit de les planter. Donc même dans le cadre du projet, c'était aussi très encadré.
Mais là, aujourd'hui, la déception, c'est qu'en fait, ce qui va se passer autour de l'Escalette, donc là où il y a eu des parcelles d'expérimentation, c'est que visiblement, ils vont faire appel à... Enfin, je crois que c'est le Burgéap, donc gros bureau d'études. Il va y avoir de la dépollution et en fait, ils vont tracer des chemins. Il va y avoir des camions et des envols de poussière. Donc finalement, ils vont pas trop suivre les remarques qu'on a fait, quoi. Merci beaucoup. Je me posais une question. On a eu, à un moment donné dans l'exposé, 2 secondes où vous avez dit quand il pleut, il y a du ruissellement et ça va dans l'eau. Là, tout a été focalisé, tout le travail est focalisé sur le sol et le territoire. Est-ce qu'il est prévu, d'un point de vue prospectif, de mener ce même type de travaux sur tout l'aspect maritime, en fait, voir la diffusion de cette pollution dans l'eau, jusqu'où elle va, et voir s'il n'y a pas aussi peut-être des politiques de restauration de l'écosystème marin à prévoir le long de ces côtes particulières. Oui, tout à fait. Et on a commencé à mener une recherche avec l'application du principe de solidarité écologique qui a été intégré dans la loi biodiversité en 2016, dans le Code de l'environnement, avec l'idée du principe qui est que les actions de l'administration qui sont susceptibles d'avoir un impact notable sur l'environnement doivent prendre en compte les autres milieux avec lesquels elles sont en contact. Et il y a toute une chaîne de cause à effet entre la pollution du sol et la pollution de l'eau, et effectivement qui, en plus de ça, derrière, repart sous forme d'embrun parfois, repart sur le sol, avec oui cette intégration là. Mais pour le moment, sur l'eau, enfin sur la pollution marine, comme c'est des métaux lourds, quand ils arrivent dans l'eau, ils vont sur le fond, donc ça sédimente beaucoup. Donc tant que ça bouge pas, finalement, c'est pas très grave. En revanche, les panneaux sol pollué d'Angers, c'est véritablement un flanc juste au-dessus de la mer. Et là, il y a des éboulements de scories de plomb. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait ces énormes crassiers de plomb. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? On va s'en servir comme remblai pour faire la route littorale. Donc en fait, ils ont tapé dans le crassier pour faire la route. Et aujourd'hui, ça dévale. Et c'est pour ça, par exemple, là, vous avez la petite ligne bleu foncé. En fait, ils font des enrochements et des projections de béton pour limiter les éboulements des scories dans la mer. Mais c'est à peu près tout. Pour Maëlys. Ouais, merci beaucoup pour c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai encore un peu des questions justement sur ces 2 cartes et sur la conclusion que vous tirez dans le contraste de ces 2 cartes. Une carte où on a, si j'ai bien compris, une généralisation d'une approche environnementale et d'une protection environnementale, et en fait très peu de choses qui concernent la pollution. Moi, je voudrais essayer de comprendre pourquoi on a ça, parce que au fond, quand même, une des choses qu'il faut quand même chaque fois répéter avec la pollution, c'est que l'objet pollution en lui-même, il n'a pas un sens énorme. C'est toujours une définition qui est liée à une concentration. Et puis, l'aspect problématique d'une pollution, elle est en particulier, disons, il y a un gradient qui est défini par 2 choses. Sa disponibilité. Donc, est-ce que la pollution va partir, rentrer dans l'organisme ou rentrer dans le cycle des eaux, etc. Ou est-ce qu'elle va rester là? Et en l'occurrence, une pollution dans un sol, si elle bouge pas, c'est pas forcément un drame. Hein. Et l'autre chose, c'est lié aux usages. Est-ce qu'il y a un gamin qui va venir bouffer la terre? Il paraît que les gamins bouffent des quantités de terre inimaginables pour des adultes, etc. Ou est-ce qu'on va cultiver des plantes qui vont capter cette pollution et qu'on va ingérer, etc. Donc peut-être que, et vous l'avez un peu quand même sous-entendu dans votre réponse, la forme de cette carte-là, qui est pas du tout la même que celle de la protection environnementale en général, elle est liée au fait que elle reflète des usages particuliers ou des endroits où la pollution est particulièrement available, disponible, et donc enfin voilà. Bah, il y a aussi la valeur monétaire, foncière. Donc là, sur la pollution, c'est vrai, de toute façon, comme on n'a pas de règles de protection du sol, la pollution dans le sol, ça n'intéresse personne tant qu'elle va pas causer un effet sur les autres éléments de l'environnement et sur la population. Et là, on est plus ou moins dans ce cas de figure, hein, puisque visiblement ça gêne pas grand-chose, mais ça pose derrière la question de l'acceptabilité. Donc, quel est mon niveau d'acceptabilité du risque? Là, ce dont j'ai pas du tout parlé, c'est l'exposition des populations, parce qu'il y a des gens qui habitent
il y a des gens qui habitent là. Et notamment sur les Goudes, il y a des permis de construire qui continuent à être délivrés. Donc on continue à y installer des gens. À l'Escalette, il y a des gens qui habitent. Sur le Grémente, il y a une énorme pression foncière. On va rajouter 260 logements. Et là, en fait, le risque est minimisé. Donc il y a la problématique sanitaire qui se pose ici. Mais pour répondre à, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? C'est typiquement parce que aussi, admettre que le sol est pollué, c'est aussi admettre qu'on ne peut plus en faire grand-chose. Et ça, c'est pas véritablement socialement accepté. Alors, merci à nos 3 intervenantes. On est comment au niveau timing, David ? On lève la session ? Ok, parfait. Oui, alors je vais essayer de reboucler la boucle, à moins qu'il y ait des réflexions, plus que des questions spécifiques. Est-ce qu'il y a des réactions qui n'entraînent pas forcément une réponse, mais plutôt des réflexions ? Ok, c'est les estomacs qui commencent à réfléchir. Moi, je voudrais peut-être, oui. Parce que par rapport, sur l'organisation de la session, finalement, c'est intéressant parce qu'il y avait 2 présentations qui étaient plutôt du monde anglo-saxon, et en fait, il y a le mot sol qui était mis, mais il y a cette confusion entre soil et land qui se retrouve jusque dans les présentations, et j'ai trouvé ça frappant, en fait, parce que le soil, c'est un élément du land, mais est-ce que le soil, ici, il était déterminant sur la mémoire, quoi? Oui, je suis d'accord. Enfin, c'est vrai que on disait aussi, la première présentation parlait aussi beaucoup de la question du paysage. Il y a on voit bien qu'il y a une compréhension aussi de cette idée du sol qui est très large. Et c'est vrai que moi, c'était clairement la question foncière qui était au centre de ça, et que les questions de sol telles que tu l'évoquais, elles sont pas du tout prises en compte dans ces processus-là. Enfin, c'était vraiment les dimensions plutôt sociales et peut-être aussi que je pense le soil anglais, on va l'employer vraiment dans sa dimension agronomique, et la notion de land va avoir des connotations beaucoup plus larges. En effet. Je ne sais pas si Gabrielle est encore parmi nous, si elle voulait aussi réagir un peu généralement. Ok. Elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là. Ok. Bon, alors, juste pour reprendre un peu les 4 threads, enfin les 4 fils un peu comme ça, qui nous permettent un peu de nous retisser un peu au propos général du colloque. Effectivement, il y a la question la première question, les sols comme miroir. Donc, on a vu combien finalement les systèmes sociaux, mémoriels, symboliques, moraux, finalement percolent dans les systèmes fonciers, dans la manière de penser le sol, la terre, la propriété, enfin voilà, tout ce nuage de concepts, et que il y a des différences assez fortes. Et puis peut-être pour revenir effectivement à la question des latins et aux discussions de hier sur la question de l'épaisseur du sol. Moi, je me suis souvenu d'un truc que j'avais étudié quand je faisais du droit de l'urbanisme à la fac. C'est qu'en fait, le droit romain, qui est encore, on va dire, a donné un peu le logiciel de base de nos droits, on va dire, en France et en Italie aussi, d'où je viens, évidemment, c'est que le ius soli, donc le droit du sol, s'exerce usque ad sidera, usque ad inferos. Donc en fait, c'est jusqu'aux étoiles et jusqu'aux enfers. Donc en fait, il y en a une sorte d'épaisseur qui était totalement, finalement, peut-être oubliée ou voilà, qui est passée quand même en second plan à partir du moment où il y a cette dimension surfacique qui est finalement a pris presque le dessus. Et en fait, on a fini par oublier cette épaisseur, ce qui pose tout un tas de problèmes. Voilà, c'est juste comme ça une note de bas de page.
Après, sur d'autres questions, enfin, on a vu aussi combien, par rapport à la question du sol comme espace public, finalement, combien toutes ces histoires, ce sont aussi des dynamiques qui se mettent en place à partir d'une carte postale. C'est quand même incroyable comment, par exemple, dans le Montana, finalement, c'est l'idée de la carte postale qui a enclenché une sorte de dynamique de gentrification, mais aussi de traduction capitalistique de cette carte postale. Enfin, cette carte postale, finalement, maintenant, on sait combien ça vaut, combien il faut payer pour avoir cette carte postale. Donc, ça pose aussi des questions enfin, c'est un peu l'énième démonstration de combien le système capitalistique, finalement, il est multiforme, mutant, et qu'il arrive à tout englober dans son sein. Mais aussi la question de la production du paysage au Montana. Les producteurs tout court sont aujourd'hui reconnus comme étant des producteurs de paysages. Et ça, c'est quelque chose qui en France aussi, a suscité beaucoup de débats. Comment est-ce qu'on arrive à reconnaître la valeur de producteurs de paysages à ceux qui labourent la terre et qui donc participent nolens volens de cette carte postale, et que c'est une question, donc ça montre un peu la puissance de cette carte postale qu'on a tous dans la tête et qui finalement se cristallise par des dispositifs, par des régimes financiers, etc. Non sans le risque évidemment de sanctuariser des choses alors qu'à côté on se donne le droit de faire n'importe quoi, et que cette carte postale finalement elle pose tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'on tolère en dehors des consorts de la carte postale, et qu'est-ce qu'on se donne le droit de défendre dès qu'on est dans la carte postale. Ensuite sur la question sur les questions donc écossaises, l'importance, un autre élément qui va résonner, je pense sans doute auprès de beaucoup de membres du réseau, l'importance de la notion de communauté. Donc cette espèce d'idéal type de la notion de communauté, le dépassement de la valeur de l'individu, qui prime sur tout, mais aussi les dangers peut-être de certains mécanismes de fermeture autour de cette même notion de communauté, puisque il y a une espèce d'histoire nationale aussi qui s'écrit par le biais des community land ownership, et donc qu'il y a une espèce d'histoire morale un peu qui doit rappeler sans doute en France beaucoup de choses de l'histoire, on va dire plutôt chapitre peut-être pas très facile de l'histoire française. Donc en tout cas, on voit combien la notion de communauté, elle est ambivalente, elle est peut-être parfois glissante, bien que on se nomme défenseur de l'environnement, des communs et tout ça. Que donc il faut avoir beaucoup de précautions dans l'usage de ce mot. Et puis effectivement, dans la troisième intervention de Malice et Aurélie, la question du sol commun pensé, moi j'ai trouvé ça moi qui suis pas du tout spécialiste du droit français, assez frappant du fait que cet élément sol est mobilisé de partout alors qu'on ne sait pas de quoi on parle, et que finalement toute cette superposition, tout ce millefeuille comme ça qui s'épaissit de plus en plus, finalement semble plutôt empêcher d'aller dans le bon sens que mais ça c'est une perception sans doute très subjective, mais qu'en tout cas on est face à des impensés énormes. Le sol en est un, il y en a sans doute d'autres, il y en aura sans doute devant nous d'autres, et qu'il faut impérativement les déconstruire, les révéler, que ce soit par la carte, que ce soit par d'autres choses, pour qu'on puisse effectivement commencer à penser en termes de bien commun. Donc je vous remercie à nos intervenantes. Session très féminine, vous l'aurez remarqué.
Et donc, je vous dis bon appétit, je crois, pas très loin, dans la place, dans ces directions, c'est ça? Oui. Voilà. Merci à tous pour vos très belles questions. Merci.